Moi, je voudrais juste essayer d'apporter des petites des visions. D'abord, rattraper peut-être un petit peu cette vision diabolisante du plastique et envoyer un message. Je pense il est urgent d'arrêter de diaboliser le plastique. Tous les plastiques ne se valent pas et on a besoin de certains plastiques et surtout on a besoin de garder la filière de recyclage. Si jamais on diabolise le plastique, on va se retrouver dans une génération avec plus de plastique du tout et ça veut dire plus de filière. Parce que la seule façon d'enterrer le plastique qui est déjà produit sur cette planète, c'est de le faire tourner éternellement, si je puis dire, dans une filière de recyclage. Ensuite, on a besoin de ce plastique pour énormément de choses, à commencer par les tuyaux, tout simplement. Hein. On veut des stations d'épuration, ben, il faut des tuyaux. On veut, dans le domaine de la santé, il y a des choses qu'on ne pourra pas remplacer. Voilà, donc le plastique c'est pas terrifiant s'il est dans les bonnes mains et s'il finit dans la bonne poubelle. Voilà, donc ça, je crois qu'il y a un effort d'éducation. Rappelez que en France, quand même, depuis 35 ans, moi, je trouve que les plages vont mieux. Je fais partie des rares personnes qui disent que c'est mieux qu'à 35 ans. Parce qu'à 35 ans, il n'y avait pas de station d'épuration, il n'y avait pas de tri sélectif, il n'y avait pas de collectivité engagée, il n'y avait pas d'éducation à l'environnement, il n'y avait pas l'ADEME qui nous avait expliqué. Enfin voilà. On a eu sur la Méditerranée française tout un faisceau d'actions. Que ce soit de l'éducation ou tout simplement de l'organisation de la logistique, qui aujourd'hui porte ses fruits. Et sincèrement, moi, je mets quiconque sur ce salon d'aller trouver des plages bondées de plastique, comme on le voit sur les images. Je crois que ça se passe dans d'autres pays du monde, ça se passe dans des pays du monde où la consommation est arrivée sans cette partie de responsabilité, d'éducation et d'organisation de développement durable. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut, il faut calmer un petit peu le jeu parce que voilà, il faut surtout ne pas interdire tout le plastique, sinon on sera vraiment embêté. Et ensuite, je pense qu'il y a la source, elle est très simple. Je crois que il faudrait tout simplement avoir une réglementation internationale sur les polymères. Voilà. Il y a des polymères qu'on peut accepter, il y a des polymères qu'on doit refuser. Il y a des merci beaucoup. Il y a des plastiques. Voilà. Je pense que c'est une question de volonté politique, d'engagement international et surtout d'aller probablement aussi pousser les entreprises qui sont des grandes consommatrices ou des productrices de ces produits, d'avoir encore plus de responsabilité sociétale. Voilà. Mais je sais que les solutions existent. Il faut juste orchestrer un petit peu la mise en route de tout ça. Voilà. Il y a à peu près 6 milliards de tonnes de déchets plastiques qui ont été produits. Sur ces 6 milliards, il y en a à peu près 5 milliards qui sont encore dans la nature, qui n'ont pas été incinérés, recyclés, enfouis, et donc qui se déversent régulièrement. Donc effectivement, la grande majorité vient de la terre. Un petit peu de plastique qui provient de la pêche, des activités marines. C'est pas 50 ou 100% comme on a pu le voir dans certains documentaires qui en fait contournaient un petit peu les chiffres. C'est environ 7%. Mais c'est des chiffres qui sont mal connus parce qu'on ne sait pas exactement, personne n'a pu compter combien est-ce qu'il y avait de filets de pêche qui étaient ou de déchets qui provenaient des bateaux dans l'océan. Donc on estime à peu près à 7%, et c'est la même chose pour les rivières, c'est à peu près 7% aussi qui provient des rivières, dont 1% vient de 10 grands fleuves. Pareil, donc aussi beaucoup de mauvaises informations. On a tous entendu que 90% de la pollution provenait de 10 fleuves, ça c'est faux, c'est 1%, et la totalité des fleuves, c'est à peu près 7%. Ce qui fait qu'il y a un gros travail à faire avant que le plastique arrive dans l'océan. Bien sûr, il faut traiter partout, les fleuves, c'est une source, mais il faut garder en tête les proportions, il faut garder en tête juste le fait que la grande majorité de cette pollution, elle vient de la Terre. Et donc si on veut faire quelque chose, il faut capter ces déchets-là et évidemment éviter de produire des plastiques à usage unique. Plastics are really a complex issue because they enter in every part of our life. So microplastics are even more complex because once you get them into the environment, it's pretty much impossible to collect them. We have no possibility at the moment to collect microplastics, let's say, from the ocean, unless we want to take all the plankton from the ocean as well. So the only point that we have is to actually stop the microplastics, and microplastics are very different, so you should go from source to source. You should go from one source to the other and figure out where it is, where we get it, and how to stop it. Yes, we're actually very, very happy to work with the French government. They took us as a case example, what can be done, because there was a lot of lobbying and saying this cannot be done.
It can be done. You can have a filter. You can stop fibers. The filter could even be better. We're working on improving it. But your government actually passed a law first in Europe, and we think that this will go to the European level. We're in contact also, let's say, with the Swedish government, with the Dutch government, also UK and so on. Austria is quite active. So we think there's a possibility that there will be regulation. Just like it was said, we need regulation. We need early adopters to show the way. We're very, very grateful to all our customers because with users, proper users, willing to use it in their homes, willing to pay for it, giving feedback, we can move ahead and make a case. And then policymakers can take this case and move it ahead. And that's actually what's happening. So the future looks nice. On nous dit, mais il n'y a pas de déchets dans les réseaux d'eau pluviale, monsieur. Vous racontez n'importe quoi. Alors on développe notre premier filet et on a de la chance parce qu'on trouve un partenaire, il faut le dire, Vinci Autoroute, hein, qui est souvent montré du doigt parce que, évidemment, ça pollue, enfin, il y a plein d'aspects péjoratifs. Mais ils sont pionniers en même temps que nous, puisqu'en 2009, ils nous disent, voilà, nous on vous suit. Si personne n'a confiance en vous, nous on a confiance, alors on y va. Et on développe notre premier filet. Alors c'est quelque chose qui paraît simple, on se dit ils n'ont rien inventé finalement. Un filet, on s'en sert pour pêcher, on s'en sert pour plein de choses. Effectivement, on s'en sert pour détruire la vie, mais on peut peut-être s'en servir aussi pour préserver la vie. Donc retenir les déchets. Donc il y a une belle image aussi derrière cette démarche. Et quand on installe notre premier filet, c'est un échec. Parce qu'il y a des points où les détracteurs avaient raison, pression hydrodynamique. On ne pensait pas qu'il y avait autant de déchets, surtout. Et là, c'est une surprise, une mauvaise surprise. Et on met 2 ans. Et au bout de 2 ans, on arrive à développer un filet qui supporte toutes les contraintes qu'il doit supporter. C'est le filet HR1000, on l'a baptisé comme ça. C'est un brevet français. Donc la France est en avance, il faut le dire, sur le reste du monde sur ces sujets-là. Et derrière ça, on a été obligé d'accompagner nos clients parce qu'il faut se remettre dans le contexte qu'on part de zéro, on part d'une page blanche et il n'y a pas de service associé. Donc c'est bien beau de proposer un filet, mais les clients ne savent pas quoi faire du filet. Alors surtout quand il se remplit. Et là, il faut inventer des services qui n'existaient pas. Donc il faut lever les filets, il faut des camions. Après, le client dit oui, mais alors c'est déjà bien comme action, mais ça ne suffit pas. Maintenant, on va trier les déchets. Alors après, il faut trier les déchets. Et ah non, mais on veut savoir ce qu'il y a dans notre réseau, donc il faut caractériser. Et au fur et à mesure, on apporte des services supplémentaires. Voilà, donc je parle au nom de Platypus Craft. Donc Platypus, en fait, le Platypus est un trimaran, comme je vous ai présenté rapidement, semi-submersible, c'est-à-dire qu'il peut naviguer en surface et rapidement, en fait, il y a une nacelle qui descend sous l'eau pour pouvoir y être immergé. L'avantage, c'est de pouvoir explorer les fonds sous-marins sans limite de temps, puisqu'on est en permanence alimenté par les compresseurs en surface en air, et sans limite de distance, puisque c'est un bateau et ce n'est pas des plongeurs qui vont palmer. Donc on peut parcourir de grandes distances sous l'eau. Et donc l'idée, c'est d'aller explorer le littoral, le long du littoral, sur des fonds relativement faibles en profondeur, pour aller détecter, géolocaliser et collecter les déchets le long du littoral avant qu'ils aillent au niveau de la mer et des océans. Donc, pour rappel, les déchets, certains plastiques, en fonction de leur type de l'ensoleillement et de leur composition, vont, une fois qu'ils sont en surface, descendre au fond de la mer, le long du littoral, avant d'être dégradés en microplastique et d'arriver en mer et de former ce qu'on appelle le 7e continent. La solution de Platypus, elle est intéressante sur la zone des 300 mètres. Donc vraiment en complément de ce qu'on fait, les ramassages de déchets sur les plages. Voilà, donc sur cette zone-là, qui représente à peu près 2% des littoraux mondiaux, parce qu'il faut quand même une mer qui soit assez calme, avec une bonne visibilité, ça permet de faire une cartographie des déchets, quel type de déchets on a, à quel endroit, quelle quantité, et est-ce que ces déchets vont revenir au même endroit si on y revient une semaine plus tard, 1 mois plus tard, 6 mois plus tard? Est-ce que ça va être une zone où on va retrouver des déchets, ou est-ce que les courants et les gyres les emmèneront ailleurs? Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une meilleure connaissance de la pollution qui est juste en dessous de chez nous, et de pouvoir agir directement à côté de nos villes.
Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller dans les zones où il y a vraiment des fortes densités de déchets. Donc ça se trouve surtout en Asie du Sud-Est, parfois en Afrique, aussi dans la mer des Caraïbes, ça arrive aussi. Et l'idée, c'est d'aller dans ces zones-là pour justement aller sensibiliser les populations, aller collecter quand c'est possible, en repérant les zones, avoir un laboratoire scientifique à bord du bateau pour faire des recherches scientifiques. La data aujourd'hui est encore manquante, même s'il y a des choses formidables qui sont faites par plein de structures. Il faut encore aller plus loin. Donc on essaye toujours d'avoir une visibilité, d'aller plus loin, plus fort dans l'action. Donc c'est pour ça qu'on développe aussi des petits bateaux de collecte qui remontent aussi en rivière et en fleuve, qui sont les Mobula, qui ont de 8 mètres et 10 mètres, où on peut même avec le 10 mètres aller collecter des microparticules. Qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui? On ne sait pas, mais l'idée c'est de les relever pour voir exactement ce qui en est. Et d'ailleurs, je voulais saluer toutes les initiatives qui sont là aujourd'hui, tout ce qui a été dit avant, parce que là-dessus, je rejoins tout le monde sur ces idées-là. Et je pense qu'on est tous complémentaires, comme tu disais tout à l'heure, et que, en fait, le problème est tellement important et tellement grave que je pense qu'on n'aura jamais assez de monde pour justement aller lutter contre cette pollution. Et donc, et le message positif que je retiens de Madame Ricard aussi, c'est vraiment... Moi, j'ai pas vécu cette période il y a 30 ans et tout ça. J'ai 33 ans d'ailleurs. Et je me dis, ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a du positif. Parce que on l'entend très peu. Et c'est vrai que nous, les associations, les ONG, on montre souvent le pire. On montre souvent le pire parce qu'on veut avoir de l'impact sur les messages qu'on veut faire passer. Mais il y a aussi des choses belles. Des choses belles, ils sont aujourd'hui autour de cette table. Mais il y a aussi d'autres structures. On est des milliers aujourd'hui à vouloir lutter contre la pollution des océans. On fait tous de la sensibilisation. On essaye de tous faire dans le même sens. Et ça, il faut quand même l'applaudir parce que je trouve que si on n'a pas cette démarche-là de faire tous, on n'y arrivera pas en fait. Et c'est pour ça que des événements comme l'IUCN aujourd'hui est hyper important pour nous, pour se rencontrer. Polystock, moi j'avais entendu parler, mais j'avais rencontré personne. Monsieur, je ne connaissais pas votre solution. J'avais déjà entendu parler des filtres et je trouve ça génial. Vous, pareil, je ne connaissais pas du tout. Et c'est justement en étant invité à la table ronde que j'ai découvert votre solution. Et je trouve ça formidable aussi. Et je pense que plus il y aura des projets comme les nôtres, plus on va inciter les autres à faire des choses et peut-être des choses encore mieux. Et il faut toujours aller chercher le mieux en fait. Moi, je voudrais juste finir sur deux petites choses. La première, effectivement, c'est tout ce qui est l'inspiration de la nature. Je pense qu'il est fondamental pour réparer et réconcilier la biosphère et la technosphère. Enfin, nous vivons dans un monde de technosphère alors qu'on participe à une biosphère parce que nous sommes des êtres biologiques et un petit virus vient de nous le rappeler assez brièvement, mais très fortement. Rappeler que les sciences vivantes, c'est la biologie, la physique et la chimie, et que nous, ça fait à peu près 5 générations qu'on aiguise nos élites avec que des maths et de la physique. Donc, il ne faut pas étonner si à un moment, on fabrique que des choses qui ne sont pas très compatibles avec le vivant. Donc, il faut vite mettre de la biologie et de la chimie dans tout ça. Se rappeler qu'on est dans une planète finie et qu'on est de plus en plus nombreux et que c'est juste... pas bien d'utiliser les choses qu'une fois. Voilà, l'eau est trop précieuse pour ne servir qu'une fois, les matériaux sont trop précieux pour ne servir qu'une fois, l'énergie est trop précieuse pour être gâchée en jetant quelque chose. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'on se réconcilie avec l'idée du recyclage. Hein, voilà. Il faut qu'on réapprenne à tourner rond. Et puis surtout, rester branché sur ce qu'on appelle les sciences de la durabilité. C'est-à-dire que c'est formidable d'aller ramasser le plastique, mais quand on fait un acte aussi sympathique que de ramasser le plastique, on va avoir des impacts acoustiques, on va avoir des impacts sur d'autres choses. Voilà. Donc les sciences de la durabilité, c'est d'essayer d'inclure le plus d'objectifs du développement durable, bien sûr, mais c'est surtout de toujours penser aux externalités négatives d'une action même positive. Voilà. Et d'une façon générale, la sobriété, c'est la première leçon de la nature. Donc voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un extraordinaire guide qui s'appelle Le Vivant, qui a 3,8 milliards d'années, qui est en copyleft, qui est tout autour de nous et qui nous demande qui nous tend la main pour apprendre à vivre avec grâce et respect sur cette jolie planète. Donc tout va bien.